me dit « T'es sûre que tu l'as pas voulu et que tu regrettes pas là maintenant ? Tu t'entendais bien en fait avec lui et au final tu portes plainte pour viol. » Tout le monde vraiment choqué de l'absence de remise en question de l'école en se disant mais si des gens en sont arrivés là à faire des collages avec des mots aussi forts, comment tu peux ne pas imaginer qu'il y a peut-être un problème ? Si je témoigne aujourd'hui, c'est pas par plaisir de le raconter, mais c'est vraiment pour que les grosses administrations comprennent qu'elles n'ont aucun intérêt à rejeter les victimes. Lui, il aurait dû être muté, parce que c'est quand même pas à la victime de toujours changer de lieu de travail. Je voudrais que la direction elle prenne en compte tout ça et qu'elle fasse attention à son personnel. Je veux juste que justice elle soit faite. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour la grande rentrée de Face Cachée, l'émission d'enquête du Média. Votre chaîne préférée vous propose désormais un rendez-vous d'enquête et de grands reportages 2 jeudis par mois. Pour le premier numéro de rentrée de Face Cachée, nous allons parler de violences sexistes et sexuelles au sein d'un monde fermé par essence, l'administration pénitentiaire. Lorsqu'on évoque des violences au sein de ce milieu, chacun pense naturellement aux détenus. Dans l'imaginaire carcéral, la violence n'émanerait que d'eux, rarement de ceux qui les encadrent ou alors seulement dans le cadre d'une légitime défense. Et pourtant, de nombreuses femmes qui travaillent dans les prisons françaises déclarent se sentir plus en sécurité avec les détenus qu'avec leurs propres collègues. Viols, agressions, harcèlement sexuel, une dizaine de femmes, surveillantes pénitentiaires, agents administratifs, assistantes sociales ou conseillères d'insertion et de probation, nous ont confié leurs témoignages, leur histoire. Toutes racontent une mécanique infernale, une atmosphère de travail machiste et hypersexualisée au sein de laquelle elles ne sont pas protégées. Une partie d'entre elles a accepté de témoigner face caméra. Aujourd'hui, le média rompt le puissant tabou des violences sexistes et sexuelles au sein de la pénitentiaire, celui de l'inertie d'une administration pourtant bras armé du ministère de la Justice. Comment la justice peut-elle traiter les violences sexistes et sexuelles dans ses juridictions si elle n'est pas capable de prendre correctement en considération celles qui se produisent en son sein, sous ses yeux ? Violences sexistes et sexuelles, c'est la face cachée de l'administration pénitentiaire que nous vous proposons de découvrir tout de suite. On se retrouve juste après pour en discuter avec notre invité. Avec 43 000 fonctionnaires, l'administration pénitentiaire est la 3e force de sécurité intérieure du pays. Depuis les années 80, elle se féminise. Selon l'INSEE, en 2019, on comptait 22% de femmes chez les surveillants de prison et 75% dans les services d'insertion et de probation. Tous ces personnels sont formés à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, l'ENAP. Son campus est situé à Agen, dans le Lot-et-Garonne, et peut accueillir plus de 2000 élèves qui partagent leur quotidien 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Un contexte de vie collectif propice aux dérives. Amélie, la trentaine, y a étudié pendant 2 ans. Elle décrit une ambiance grivoise où l'excès d'alcool côtoie attitudes et propos sexistes. La première ou la 2e semaine où je suis arrivée à l'ENAP, je me suis retrouvée du coup à une grande table. On était, je pense, une petite quinzaine. Et là, en fait, sans que je demande rien de particulier, la personne qui était pratiquement assise à côté de moi commence à me raconter qu'elle a recours, je vais dire ça joliment, mais c'était dit de manière très vulgaire, qu'elle avait régulièrement recours aux pratiques d'une travailleuse du sexe. Et plus tard, alors c'était pas au cours de cette même soirée, mais cette personne-là, à plusieurs reprises, eu des propos particulièrement déplacés, jusqu'à dire à une femme qu'il avait envie de lui gicler dans la bouche. Ça a été dénoncé par plusieurs personnes qui ont été victimes de cette personne-là. Il n'y a pas eu de sanction, on va dire, marquante. Cette personne-là est entrée en poste, a été titularisée. Entre 2022 et 2023, plusieurs événements secouent l'établissement.
des violences conjugales, mais aussi 2 accusations de viol portées par 2 élèves surveillantes contre 2 de leurs camarades. Face à cela, l'administration garde un silence assourdissant. En juillet 2023, un collectif de colleuses féministes accuse publiquement l'école de couvrir des agressions sexuelles. Des collages sont effectués sur les murs d'Agen et à l'intérieur de l'établissement. Amélie se souvient de ce matin où tous ont découvert cette action. Toutes les promotions présentes à l'ENAP ont reçu un mail du directeur de formation en disant vous êtes convoqués en amphithéâtre à telle heure. Le responsable de formation a expliqué que tout ça était diffamatoire, que c'était scandaleux, globalement, si je résume, que tout ça était faux. A expliqué très rapidement qu'une plainte avait été déposée et que si par contre ça venait de la part d'élèves, ils expliquaient que les élèves n'avaient aucunement leur place au sein de l'école et encore moins au sein de l'administration pénitentiaire. C'était assez violent. Tout le monde vraiment choqué de l'absence de remise en question de l'école en se disant mais si des gens en sont arrivés là à faire des collages avec des mots aussi forts, comment tu peux ne pas imaginer qu'il y a peut-être un problème? L'ENAP porte plainte contre X pour dégradation et diffamation. Dans leur viseur, les féministes, mais aussi la CGT Insertion et Probation. Plusieurs secrétaires nationaux ont été convoqués au commissariat et mis en examen. Leur tort, avoir soutenu l'action des colleuses dans des publications sur le site internet du syndicat et demandé le lancement d'une inspection pour s'assurer de la bonne prise en charge des violences sexistes et sexuelles à l'ENAP. L'administration ne donnera jamais suite à cette demande. En revanche, le directeur de l'école, Sébastien Cowell, devenu depuis directeur de toute l'administration pénitentiaire, saisit le collège de déontologie du ministère de la Justice afin de faire sanctionner la CGT. Ce collège, créé en 2020, donne son avis dans des affaires internes sans procédure contradictoire. Saisi par l'ENAP, il accuse donc sans surprise la CGT d'outrepasser son devoir de réserve et se permet une réflexion pour le moins particulière. Il ne ressort d'aucune information portée à la connaissance du collège que les faits, notamment de viol, dont l'existence est dénoncée par le collectif et relayée par le syndicat, seraient établis ou même vraisemblables. D'après le collège de déontologie du ministère de la Justice, l'existence de ces viols n'est donc pas crédible. Pourtant, au moment de cette décision, une enquête judiciaire est toujours en cours. Elle fait suite à la plainte en avril 2023 d'une élève surveillante. Nous avons été à la rencontre de cette jeune femme d'une 20aine d'années, que nous appellerons Charlotte. J'ai intégré l'ENAP parce que j'ai passé le concours de surveillant pénitentiaire, que j'ai réussi. C'est un métier en fait que j'ai toujours voulu faire, étant jeune. Bon, c'était loin de chez moi, mais j'ai apprécié parce que je me dis, bon, c'est 6 mois, on va y arriver, et après je ferai le métier de mes rêves. En avril, il s'est passé que en fait, j'avais mal, j'ai des problèmes en fait, au niveau du dos, dû à ma pathologie. Et j'avais personne pour me mettre mes produits au final, enfin ma crème. Et là, mon collègue avec qui je m'entendais bien, comme tout le monde au final, il m'a dit bah, écoute, si tu veux, je peux t'aider à mettre, dis-moi juste où c'est. Donc je lui ai dit bah, c'est ici, au niveau de mon cou, et ça va à peu près jusqu'aux épaules. Et en fait là, j'arrive dans sa chambre. Il a commencé à mettre de la pommade. Et là, il met une fois la crème, 2 fois. Et là, j'ai dit, ça suffit, c'est bon. T'as mis, je te remercie, c'est gentil. Et il m'a dit, non, il me dit, tu restes. J'ai dit, bah non, c'est bon, je ne vais pas mettre 4 fois la pommade. Il y a du produit, je dois faire attention. La pharmacienne, elle l'a dit. Et là, il a commencé à prendre son bras, parce qu'il savait où j'avais mal forcément. Il m'a plaqué contre le bureau. Il m'a soulevée. Il m'a jetée dans le lit.
Il m'a violée. J'arrivais pas à dire non, à crier, j'arrivais pas. J'étais tétanisée, j'arrivais pas. Et j'étais allongée sur le ventre. Et il continuait. Jusqu'à temps qu'il ait terminé. Et j'ai pris mes affaires et je suis partie. Le lendemain matin, Charlotte prévient l'administration. La directrice de promotion l'accompagne à l'hôpital et au commissariat. Pendant le voyage, elle semble se montrer quelque peu maladroite. Dans la voiture, elle me dit « T'es sûre que tu l'as pas voulu et que tu regrettes pas là maintenant ?» J'ai dit « Non, je l'ai pas voulu. » Elle me dit « T'es sûre, hein, t'es sûre ?» Je dis « Oui, je suis sûre. Je l'ai jamais voulu. » Elle m'a dit « Parce que tu sais, c'est quand même quelque chose de grave. C'est une plainte, c'est du criminel. » J'ai dit « Oui, je le sais. Mais là, je l'ai pas voulu. C'est pas parce que je m'entendais bien avec lui. » Elle me dit « Bah oui, mais c'est ça que je comprends pas. Tu t'entendais bien en fait avec lui. Et au final, tu portes plainte pour viol. » Mais je dis « Mais en fait, c'est pas parce qu'on s'entend bien avec quelqu'un que forcément on lui laisse des portes ouvertes. » La direction transmet à Charlotte le contact d'un avocat et d'une psychologue. Puis, Charlotte part faire un dernier stage en milieu professionnel. À son retour, il reste 3 semaines de scolarité qui se transforment en véritable enfer quotidien. Ils m'ont changé de groupe et mon agresseur également. Sauf qu'ils n'ont pas été très malins parce qu'ils m'ont mis juste à côté de son bâtiment. Il y avait son bâtiment et ici il y avait le mien. Donc moi j'étais au rez-de-chaussée, lui était au premier. Charlotte est hébergée au bâtiment H du village dit Pérac, au nord-est du campus. Son agresseur présumé est placé dans le bâtiment I, à seulement quelques mètres. Donc en fait on se croisait tout le temps. Quand la directrice de la promo m'a convoquée, elle a convoqué mon agresseur en même temps, au même moment, et on s'est croisés dans le couloir. Elle m'a demandé comment j'allais, si je comptais continuer ma formation. Donc je lui ai dit que oui. Et elle m'a un peu expliqué qu'ils ne pouvaient pas prendre parti. Parce qu'ils sont dans l'obligation de rester neutres et qu'ils ne peuvent pas empêcher un homme ou une femme de faire sa formation. Je lui ai fait part en fait qu'ils ont mis mon agresseur juste à côté de moi. Et elle m'a dit oui, mais là on ne peut pas faire autrement, il reste 3 semaines, donc faites avec. Sauf que pour moi les 3 semaines, c'était les 3 semaines interminables. C'était long. Et ils ne m'ont pas écouté. Nous avons contacté la directrice de promotion qui a pris en charge Charlotte, ainsi que M. Cowell. Aucun n'a donné suite à nos demandes. Mais dans sa réponse, le ministère de la Justice nous affirme cependant qu'à l'ENAP, des mesures conservatoires pour, je cite, « écarter la victime du potentiel agresseur » sont systématiquement mises en place. Pour Charlotte, le simple changement de groupe de son agresseur présumé a donc été estimé suffisant pour la protéger, sans visiblement faire attention à la proximité de leur lieu d'hébergement. Pour Charlotte, les problèmes ne se sont pas arrêtés au mur de l'école, mais se prolongent au sein de la prison où elle est affectée, le centre pénitentiaire de l'île Lous-Séquedin, dans le Nord. Là, suite à un banal malentendu entre collègues, son histoire ressurgit. Donc je ne comprenais pas au début que je mettais une robe violette. Mais c'est une de mes robes préférées. Et à chaque fois on disait oh, violet, violet, violet. Mais au début je ne comprenais pas trop. Et jusqu'au jour où il y a une collègue, j'étais à la MAF, donc maison d'arrêt pour femmes, qui me dit écoute, est-ce que je peux te parler? Donc je lui dis oui, pas de problème, j'ai dit moi. Elle me dit pourquoi tu es ici? Je me dis pourquoi quoi? Pourquoi j'étais affectée ici? Elle me dit oui. Je dis par rapport à ma pathologie.
Et elle me dit « Ah bon ?» Je dis « Bah oui ». Elle me dit « Bah c'est pas ce qu'on m'a dit ». Je dis « Comment ça ?» Et elle me dit « Bah tu t'es pas fait violer à l'ENAP ?» Et de là, en fait, j'ai compris la couleur violet. Pourquoi il disait violet à chaque fois qu'il me voyait. C'était surtout les femmes. Mes collègues femmes et les gradés, surtout 2 gradés, qui m'aimaient pas, je sais pas pourquoi. Elles me regardaient de haut en bas, je me souviens encore de leur regard et c'est normal, vu comment elle s'habille comme une pute, c'est normal qu'elle se fasse violer. J'ai prévenu le directeur à l'époque, parce que là il est en retraite. Et il m'a dit oui, mais là je peux rien faire, on vous changera pas de groupe. Vous restez dans votre groupe et vous serrez les dents. Charlotte fait un burn-out et enchaîne les arrêts maladie. Nous avons tenté de contacter le directeur de la prison de l'époque, Thierry Gilbert, désormais à la retraite. Mais celui-ci a refusé de répondre à nos questions. En 2017, il avait aussi eu à gérer une affaire de harcèlement sexuel alors qu'il dirigeait la prison de Rennes-Vezin. Une gestion défaillante qui a conduit l'administration à être condamnée pour faute. Derrière ces murs, travaille depuis une dizaine d'années Samuel T., un surveillant connu de tous pour ses attitudes problématiques envers la gente féminine. Depuis qu'il a été accusé d'agression sexuelle en 2013 par une étudiante en hôtellerie dans le cadre d'un séjour de formation organisé par la pénitentiaire, tout le monde le surnomme DSK. Catherine, la quarantaine, est affectée en tant qu'assistante sociale dans cette prison entre 2015 et 2017. Elle se souvient parfaitement de cet homme qu'elle accuse de l'avoir harcelée sexuellement. Regard lubrique, humour déplacé, frottement, le surveillant l'a aussi maintenue enfermée avec lui dans une coursive, prétextant une panne de courant. J'en parle pas à mon conjoint, j'en parle à personne, je fais semblant tout le week-end que tout va bien. Et le lundi, j'arrive au boulot. Et l'après-midi, souvent le matin, je reste au bureau, l'après-midi, j'allais en détention. Et en fait, quand j'arrive en détention, il y a une gradée qui vient me voir et qui me dit il y a eu un signalement, en fait, donc faut qu'on parle. Et donc, il me conduit dans un bureau où il y a les 3 sous-directeurs. J'oublierai jamais une immense table en noyer. Et ils me disent qu'ils ne sont pas du tout étonnés, qu'il y a eu d'autres problèmes et qu'ils ont appelé la gendarmerie et que je vais être entendue et qu'il va y avoir un dépôt de plainte. Une enquête judiciaire est ouverte. La première affaire d'agression sexuelle mettant en cause Samuel T. est jointe à la plainte de Catherine. Rapidement, les investigations vont dévoiler l'ampleur de l'impact de ce surveillant sur l'ensemble des fonctionnaires féminines de la prison. Devant les gendarmes, les surveillantes témoignent. La première fois que j'ai travaillé avec lui, en juin 2014, le collègue que je remplaçais m'a dit de faire attention à lui car c'était DSK. Le jour même, quelques heures après, il est venu dans mon bureau. Il m'a fixé en me détaillant des pieds à la tête et m'a dit « Tu as de gros seins ». Il a joint les gestes à la parole en mimant une grosse paire de seins. Toutes les surveillantes se méfient de lui. Lorsque nous avons des élèves surveillants féminins, nous faisons en sorte de ne pas le laisser seul avec. Il a un humour particulier qui tourne beaucoup autour du sexe. L'année dernière, je l'ai croisé dans le sas pour prendre mes clés. Là, il s'est frotté à moi en rigolant. Il faisait le tour de moi en se frottant. Je lui ai mis une gifle et il s'est arrêté. Après la plainte de Catherine, la hiérarchie déclenche une demande d'explication à l'encontre de Samuel T. Celui-ci nie les faits et se pose en victime. Mais sa chef de service donne cependant un avis sans concession sur ce fonctionnaire. L'accumulation sur plusieurs années de témoignages dénonçant le caractère malsain et récurrent de ces agissements provenant de divers professionnels atteste qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé, de plaisanteries lourdes, mal interprétées ou de l'expression peu subtile de sentiments non partagés. L'absence de reconnaissance de ces déviances ne peut que faire craindre à la réitération de ces actes.
La directrice adjointe de la prison propose alors de le muter. Sa présence au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin implique des tensions et des souffrances multiples qui ne peuvent plus être dépassées vu leur ancrage désormais historique. Mais le directeur, Thierry Gilbert, celui-là même que l'on retrouve à Lille quelques années plus tard, n'en tient pas compte. Il gèle la demande d'explication dans l'attente de la procédure judiciaire. Résultat, un simple rappel à l'ordre, sans aucune conséquence pour le surveillant, qui reste à son poste. Non seulement le mal-être des fonctionnaires féminines est ignoré, mais un choix est imposé à Catherine. Partir le plus vite possible ou rester jusqu'à la fin de son contrat, avec le risque de le recroiser et de subir ses représailles. Donc évidemment, on me suggère de ne pas revenir. Donc je leur dis qu'il n'est pas question que je ne revienne pas, que c'est pas moi qui ai un problème, c'est lui. Le mardi, ça se passe à peu près bien, et le mercredi, enfin à peu près bien, ça se passe quoi. Et le mercredi, j'en reviens de déjeuner, et en fait, je le vois arriver, et il essaie de me coller contre le mur. Mais fou furieux. En fait, mes collègues sont intervenus hyper vite. Moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, ils se sont interposés physiquement entre lui et moi. Il avait peur de rien. Enfin, moi, j'avais le sentiment qu'il était tout puissant. En fait. Il pouvait dire tout ce qu'il voulait, il pouvait me faire tout ce qu'il voulait. C'était filmé. Parce que dans l'histoire, quand les gendarmes ont demandé des bandes, elles n'étaient plus là, en fait. Il n'y a jamais eu de bandes. Ils ne gardent pas les bandes. Voilà. Toujours des problèmes de caméra dans ces cas-là. En mars 2020, Samuel T. est condamné à 2 ans de prison avec sursis. Il fait appel de cette décision et en attendant son second procès, il est suspendu de ses fonctions. Mais en 2021, la Cour d'appel le relaxe au prix d'une décision étonnante. Les juges indiquent que les comportements décrits n'ont pas, selon elle, de connotation sexuelle, mais que ça serait le contexte global de défiance qui aurait conduit Catherine à imaginer une coloration sexuelle au comportement de Samuel T. Il est écrit noir sur blanc que j'ai projeté une connotation sexuelle à nos rapports. Donc, c'est de ma responsabilité. Elles reconnaissent un comportement inadapté, un humour graveleux, mais elle relaxe. Je me suis rendu compte à quel point la justice, je le sais parce que j'ai travaillé pour elle, c'est une question d'être humain avant tout, et que c'est une question d'interprétation très souvent, et que dans les affaires à caractère sexuel, il y a rarement de preuves, et que quand j'en ai apporté, que l'enquêteur les a croisés, par exemple les témoins, et bien encore une fois, on interprète comme on veut une phrase, ce qui est la force des agresseurs et des prédateurs. Donc il est relaxé. Il retrouve son travail tout de suite. Et mon avocat me dit on va pas s'arrêter là, on va faire condamner l'État. C'est pas normal, il peut pas s'en tirer comme ça. Et donc il a fallu 3 années supplémentaires, 2 années et demie supplémentaires pour avoir une audience devant le tribunal administratif. En mai 2023, à la veille de cette audience, le ministère de la Justice produit un mémoire écrit dans lequel il expose ses arguments pour défendre l'attitude de l'administration. Dedans, l'adjointe au chef du bureau du contentieux du ministère affirme qu'un simple rappel à l'ordre est une mesure préventive utile et proportionnée à la situation. Qui est cette personne qui écrit en fait? C'est quelqu'un qui fait des avis sur des mises en accusation d'État, il ne connaît même pas le dossier. Mais ça, c'est une humiliation de plus, en fait. Je pense qu'à partir du moment où ils n'ont pas pris la bonne décision le premier jour, c'est le problème de ces systèmes. C'est que le jour où vous ne prenez pas la bonne décision, dès le premier jour, tout est comme ça. C'est-à-dire que le système protège les étapes des étapes. Le 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes condamne le ministère de la Justice pour ne pas avoir pris de mesures adéquates pour assurer la protection de Catherine. Ce n'est pas la première fois que le ministère de la Justice est condamné pour cela. Le 7 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a lui aussi rendu une décision similaire dans une autre affaire. Une agression sexuelle au sein de la prison de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Le 11 août 2017, celle que nous nommerons Julie est arrivée depuis seulement 4 mois quand elle est agressée par un de ses tuteurs,
nommée Haruna. Dans sa plainte, voici ce qu'elle décrit. Il est 19h30, j'étais dans la cuisine. Il est arrivé en face de moi et a touché mes hanches. Je l'ai repoussé. Il a pris mes poignets en me serrant très fort. Il me faisait mal. Il m'a collé contre le meuble du micro-ondes. J'étais bloquée. Il m'a serré contre lui pour m'embrasser sur la bouche. J'ai réussi à le repousser et je suis partie en courant dans la salle de repos. Une demi-heure après, j'étais allongée sur le canapé, en pause avec mes collègues. Il s'est allongé sur moi en mettant sa tête sur mes seins, en me touchant les mollets et les cuisses. En garde à vue, Haruna nie les faits et prétexte une incompréhension due à son humour. En interne, personne n'est informé de l'ouverture d'une quelconque enquête administrative. Aucune sanction n'est décidée, malgré les nombreux témoignages de collègues présents au moment des faits. La direction de la prison change Haruna d'équipe, mais ni de service, ni de bâtiment. Pendant 2 ans, Julie va donc recroiser son agresseur régulièrement sur son lieu de travail. Pendant 2 ans, elle va envoyer une quinzaine d'alertes, suppliant sa hiérarchie de faire quelque chose pour la protéger. Des alertes restées sans réponse. Dans un courrier à son avocate, que nous nous sommes procurés, Julie donne quelques explications sur les raisons et les conséquences d'un tel silence. Je suis allée voir Madame Maisonneuve, la directrice de l'établissement de la maison d'arrêt de Villepinte, afin de lui signaler de vive voix que cela devenait insupportable de croiser le collègue. La directrice m'a informé que c'était compliqué pour eux de nous séparer, car il y a beaucoup d'affaires du même style dans l'établissement. J'arrive au travail la boule au ventre. Beaucoup de stress, sachant que je vais le voir, c'est inévitable. Nous avons tenté de contacter les anciennes dirigeantes de la prison de Villepinte, et notamment Madame Maisonneuve, qui a lu notre message de relance sur LinkedIn, mais nous a laissé sans réponse. Nous avons donc pris attache avec le bureau local du syndicat Force ouvrière, qui nous indique ne pas avoir eu connaissance d'un problème massif d'agression sexuelle au sein de la maison d'arrêt de Villepinte. D'après le délégué syndical avec lequel nous avons échangé, il s'agirait plutôt d'une période de conflit entre personnels, mais sans rapport avec des VSS. Cependant, il nous affirme qu'aucune sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes à destination des personnels n'ont lieu dans l'établissement, ni aujourd'hui, ni par le passé. Dans son mémoire en défense, déposé auprès du tribunal administratif, le ministère de la Justice affirme que tout a été fait pour éviter que les 2 agents ne se croisent, mais que la taille modeste du bâtiment de Villepinte n'a pas permis que cela soit toujours possible. Or, la prison de Villepinte comprend 6 bâtiments, où travaillent environ 176 surveillants. Julie tombe en dépression et enchaîne les arrêts maladie, alors qu'un mécanisme de harcèlement s'est mis en place contre elle. D'après la jeune femme, ses collègues la surnommeraient la semi-violée ou éviteraient de lui faire la bise, arguant qu'elle pourrait se plaindre d'agression. 1 an après sa plainte, Julie demande sa mutation pour rejoindre sa région d'origine et quitter cet enfer. Mutation refusée. Nous sommes allés à la rencontre de Maître Marjolaine Vignola, avocate spécialisée dans les violences sexistes et sexuelles. C'est elle qui a repris le dossier de Julie et fait condamner le ministère de la Justice. Pour elle, l'inertie de l'administration ressemble à une punition. Lui, il aurait dû être muté, parce que c'est quand même pas à la victime de toujours changer de lieu de travail. Alors, dans ces cas-là, quand même une précision, c'est que les faits se sont déroulés sur le lieu de travail. Le lieu de travail devient un environnement traumatique et potentiellement qui va raviver des souffrances liées aux faits. Donc, souvent, parfois, la victime demande, elle, à être mutée pour s'extraire de cet environnement de travail anxiogène. Dans ces cas-là, une administration qui prend soin de ses fonctionnaires accepte cette demande de mutation. Là, elle lui est refusée. Je trouve ça déplorable et je trouve que c'est une violence de plus. Première peine, être victime d'agression sexuelle. Deuxième peine, les cancans des collègues. Et la triple peine, c'est la réaction de l'administration qui est en dessous de tout.
Julie finit par obtenir sa mutation. Quelques semaines plus tard, le 26 septembre 2019, le surveillant est condamné pour agression sexuelle à 4 mois de prison avec sursis. Mais toujours aucune sanction administrative. Harouna conserve son poste. Les juges ont décidé de ne pas l'inscrire au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, parce qu'une telle inscription entraînerait le licenciement automatique de la fonction publique. Cependant, pour devenir surveillant pénitentiaire, il est exigé de n'avoir pas fait l'objet de condamnations incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Mais cette règle s'applique-t-elle toujours une fois que l'individu est en poste ? La condamnation pour agression sexuelle est-elle considérée par l'administration comme compatible avec le métier de surveillant pénitentiaire ? Un homme condamné peut-il ainsi surveiller un détenu condamné pour les mêmes faits ? Nous avons tenté de poser la question au ministère de la Justice ou à la direction de l'administration pénitentiaire, mais aucun n'a accepté nos demandes d'entretien. Celles et ceux qui sont chargés quand même d'une certaine façon d'appliquer la loi, ou en tout cas sont des représentants de l'ordre et de l'ordre juridique, doivent être irréprochables. On parle d'une agression sexuelle sur une collègue qui me paraît extrêmement incompatible avec des fonctions de surveillant pénitentiaire, puisque vis-à-vis des personnes détenues, on est dans un rapport d'autorité et d'une certaine forme de domination, en tout cas d'obéissance requise de la part des personnes détenues. Donc commettre une infraction de domination compatible avec les fonctions de surveillant pénitentiaire, oui. Ça en dit long. Ça en dit long, voilà. L'agresseur de Julie ne sera sanctionné que 5 ans après les faits, 3 ans après sa condamnation judiciaire. Il écopera d'une exclusion temporaire de 6 mois, dont 3 avec sursis. Moi, j'ai vu cette sanction comme étant extrêmement stratégique, puisque ça intervient après la première décision du tribunal administratif, avant la seconde, pour sauver les meubles, et alors que ça fait des années que l'administration a déjà tous les éléments pour le condamner. En 2022, la Direction générale de la fonction publique a édité un guide de prise en charge des violences sexistes et sexuelles, dans lequel elle incite la hiérarchie à agir avant le résultat de l'enquête judiciaire. Mais son application reste très aléatoire. Parfois, la hiérarchie va agir très rapidement. Mais encore trop souvent, elle choisit l'attentisme. Une stratégie qui permet à certains fonctionnaires d'achever leur carrière en échappant à la sanction administrative. C'est ce qui s'est passé après que Françoise, 55 ans, agent administratif à la prison de Nantes, a dénoncé en juillet 2023 le harcèlement et l'agression sexuelle qu'elle a subi de la part d'un collègue surveillant. Un matin, 8h, 8h30, j'étais au bureau et tout. Et là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il était assis, il s'est levé. Il m'a pris la main et il me l'a mis sur son sexe en érection, quoi. Et il m'a dit, t'as vu, je bande, j'ai trop envie de toi, quoi. Et là, c'était la goutte d'eau, quoi. Je suis sortie du bureau en pleurs. Et j'ai croisé une collègue qui m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit, écoute, c'est rien, de toute façon on ne me croit pas ici, on me prend pour une menteuse, donc non, c'est rien, c'est bon, quoi. Je suis montée au bureau des RH parce que j'avais un document à déposer et là, je leur dis, écoutez, je peux vous raconter un truc parce que j'en peux plus, quoi. J'ai dit, voilà, moi dans les bureaux, j'ai des attouchements, et la RH, elle me dit, dis-moi le nom. Je dis, non, je ne peux pas te dire le nom. Elle me dit, est-ce que son surnom commence par un B? Je dis oui. Elle me dit, c'est Brad? Je dis oui. Elle me dit, faut pas laisser ça. Hein. Françoise dépose plainte et certaines langues se délient. 3 autres fonctionnaires disent avoir été victimes de Bruno G, 59 ans, alias Brad. 2 d'entre elles portent plainte. Mais il faut attendre 4 mois pour que Bruno soit juste changé de service. Le 8 avril 2024, Bruno G est condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle s'étalant de 2018 à 2023 sur plusieurs fonctionnaires. Le 1er mai 2024, ayant atteint l'âge légal, Bruno part en retraite. L'agresseur échappe à la sanction administrative.
En interne, la hiérarchie considère l'affaire close, aux grandes dames de Françoise. Alors, suite à cette affaire, moi, j'aurais cru que la direction nous reçoit les victimes ensemble pour discuter un petit peu de tout ça auprès du médecin du travail et de la psychologue. Rien n'est fait. En fait, quand on est laissé à l'abandon comme ça. J'ai 2 autres collègues qui ne sont pas déplacés. Et j'ai ma collègue, tous les jours, elle subit de la part de d'autres collègues. Comme quoi, ils ne veulent pas lui dire bonjour, ils ne veulent pas lui faire la bise parce que de peur, et comme ils lui disent « Ah bah non, toi on ne te fait pas la bise parce que tu vas porter plainte pour agression sexuelle. » Donc tous les jours. L'absence de formation et de sensibilisation, la mise à l'écart des femmes qui se plaignent, la contrainte de travailler aux côtés de leurs agresseurs, l'attente de la fin du processus judiciaire, très long, pour prendre une décision administrative, malgré les preuves recueillies en interne, toutes ces méthodes maltraitantes pour les femmes, que l'on retrouve encore trop souvent dans l'administration pénitentiaire, sont non seulement contraires à la loi, mais aussi aux recommandations édictées à tous les niveaux de la fonction publique. Des recommandations censées incarner la tolérance zéro prônée par le gouvernement en matière de violences sexistes et sexuelles. La direction de l'administration pénitentiaire utilise pourtant volontiers les guides et mesures d'alerte internes comme preuve de son action. Fin juin 2024, le ministère de la Justice a signé avec les organisations syndicales un accord professionnel relatif à l'égalité femmes-hommes pour les années 2024-2026. Il s'est engagé à développer toute une série d'actions pour lutter contre les VSS en son sein. Lutte contre le sexisme ordinaire, formation, sensibilisation, bilan des sanctions disciplinaires, prise en charge et protection des victimes, des engagements qui semblent répondre aux problématiques présentes au sein de la pénitentiaire. Mais entre la théorie et la pratique, il reste parfois tout un monde. D'autant que la puissante culture du pas de vague continue de sévir. Je voudrais que les langues se délient, que les gens parlent, dès qu'ils ont un problème, qu'ils parlent. Et que les chefs écoutent et parlent, qu'ils ne regardent pas que leur carrière. J'ai jamais senti une volonté de me nuire. J'ai senti une volonté de ferme-la, barre-toi, va voir ailleurs. Tu m'embêtes là. Tu m'obliges à regarder un truc que j'ai pas envie de regarder. On n'est pas du bétail, quoi. On n'est pas un numéro. On est humain, on a un cœur. Et donc voilà. Donc moi, je voudrais que la direction, elle prenne en compte tout ça et qu'elle fasse attention à son personnel et qu'elle se demande pourquoi personne ne veut revenir dans l'administration pénitentiaire. Si je témoigne aujourd'hui, c'est pas par plaisir de le raconter. Mais c'est vraiment pour que les grosses administrations comprennent qu'elles n'ont aucun intérêt à rejeter les victimes, parce que les affaires durent plus longtemps. Elles font plus de dégâts pour les victimes, mais aussi pour leur propre structure, en fait. Au cours de cette enquête, celle que nous avons appelée Charlotte a décidé de démissionner et de lever son anonymat. Nous sommes retournés la voir dans le Nord. Bonjour. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous vous appelez pas vraiment Charlotte? Non. J'ai fait une interview avec vous en visage caché, donc anonyme, pour pas qu'on puisse me reconnaître, parce que j'étais surveillante pénitentiaire. Vous étiez affectée? J'ai été affectée à la prison de l'île Los-Sequedin, juste derrière nous. Ouais. Et en fait, j'ai décidé de démissionner par rapport au viol en fait, que j'ai subi et également au harcèlement que j'ai subi de mes collègues. Dans cette prison? Dans cette prison, oui. Et j'y arrivais plus. Pendant des mois, donc de octobre à avril 2023-2024, j'ai été en arrêt maladie. Et pendant cet arrêt, j'ai eu le temps de réfléchir. Et en fait, mes amis et mon conjoint
ont vu en fait mon état se dégrader. Ils m'ont dit c'est pas normal, c'est pas la Laureline qu'on connaît, tu souris plus, j'avais le goût à rien, je voulais même plus sortir. Et en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, mon état s'est tellement dégradé. En fait, à chaque arrêt qui se finissait, je me dis en fait c'est demain. Demain, je dois y retourner. Et j'en vomissais, ma tête elle tournait. Vous aviez des crises d'angoisse? Oui, j'avais des crises d'angoisse et du coup, je me suis dit stop. Il faut que j'avance. De toute façon, je dirais que le pire est derrière moi parce que je ne subis plus cet harcèlement. Mais j'ai encore le combat du coup de mon viol. Je veux juste que justice elle soit faite. Nous sommes donc de retour sur le plateau de l'émission Face cachée avec notre invitée Tiffany Coisnard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes juriste à l'AVFT, l'Association européenne de lutte contre les violences faites aux femmes au travail. Et votre association a notamment accompagné l'une des personnes que nous avons vues, l'une des victimes dont nous avons parlé, celle que nous avons appelée Julie. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous donner une réaction? Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette enquête? Cette enquête, elle est très représentative en fait, de ce qu'on voit sur le terrain et notamment dans ce secteur. On voit une forte omerta à travers l'enquête. Et on voit aussi que la réaction quand il y a des dénonciations de violences sexistes et sexuelles, la première réaction, c'est d'abord de réprimer ces dénonciations plutôt que d'y réagir et de prendre le problème à la source, c'est-à-dire de prévenir ces violences. Donc ça démontre aussi qu'il y a une incompréhension ou peut-être plutôt un refus de comprendre d'où viennent les violences sexistes et sexuelles et donc comment en fait, on prend ce problème à la racine. Alors qu'en fait, les violences sexistes et sexuelles, c'est avant tout une question d'organisation du travail. C'est la manière dont le travail est organisé qui va permettre aux agresseurs de s'appuyer sur des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs de risque, pour pouvoir commettre les violences. Dans le secteur pénitentiaire, alors en fonction de si on est à l'ENAP, parce que vous avez travaillé et sur l'ENAP, et donc une fois que les personnes sont titularisées, qu'elles sont en poste, on va trouver des facteurs de risque parfois un petit peu différents, mais qui vont se retrouver puisqu'il s'agit quand même du même secteur et des mêmes fonctions. Oui, mais donc par exemple, ce qui concerne l'ENAP, d'abord les personnes sont hébergées sur le campus, ce qui va donner lieu à un brouillage entre la sphère privée et la sphère professionnelle, ce qui va donner lieu à par exemple ce qu'on voit dans l'enquête, la possibilité d'un agresseur de se rendre chez la victime et d'avoir des excuses pour le faire, puisqu'en fait, ils sont hébergés sur le même campus, quoi. Le fait d'être dans une ville inconnue aussi, puisque pour la plupart viennent à l'ENAP, en fait, c'est pas leur ville natale, donc il y a vraiment un isolement géographique pour la plupart des personnes. Ça, les agresseurs le savent, ils peuvent s'appuyer dessus pour commettre les violences, ils savent que la victime sera probablement isolée si elle recherche de l'aide. C'est aussi un secteur dans lequel c'est difficile de recruter. Ouais. Et donc, bien sûr, les agresseurs le savent aussi, ils s'appuient dessus. S'ils savent que c'est difficile de recruter, ça veut dire qu'il y aura des difficultés aussi à les écarter de l'administration. Et puis, il faut se rappeler aussi qu'il y a un métier à la clé. Quand on est à l'ENAP, au bout du cursus, on s'attend à avoir ce métier. Et donc, pour les victimes, c'est un moment où le réflexe, ça peut être je vais serrer les dents, le temps que le cursus soit terminé, et puis après, je serai titularisée, je serai ailleurs. Et donc, c'est ce qui vient aussi entraver la possibilité de dénoncer ce qu'elles subissent. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi dans les stages, puisque lorsqu'elles sont en stage,
elles peuvent avoir la crainte de dénoncer et de voir que leur stage s'arrête suite à leur dénonciation, et donc finalement de ne pas pouvoir accéder au métier qui est à la clé en fait de ce cursus. Et puis une fois... Vous voulez dire qu'il y a une précarité qui permet, qui rend la victime plus fragile. C'est ça, donc, tout à fait. Qui fait que les agresseurs ensuite vont pouvoir s'appuyer sur tous ces facteurs-là, parce qu'ils savent en fait que ça va être difficile pour la victime d'aller dénoncer ce qu'elle subisse. Et puis une fois que les personnes sont en poste, qu'elles sont titularisées, il y a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter. Alors le statut de fonctionnaire en lui-même, c'est un facteur de risque, parce que en fait, c'est difficile, c'est un statut qui est quand même assez sécurisé. Donc ça veut dire que c'est difficile d'écarter le fonctionnaire, de le révoquer. On ne révoque pas un fonctionnaire comme ça. Très facilement, oui. Et donc ça, ils le savent aussi. Et en particulier, du coup, dans un secteur dans lequel il est difficile de recruter. Et puis, dans le secteur pénitentiaire, c'est un secteur qui est en quasi non-mixité. 78% des collègues sont des hommes. Alors, sur les métiers de surveillants. Oui, sur les métiers de surveillants. Oui. Parce que du coup, il y a les métiers plus sociaux, plus d'accompagnement, où là, il y a plus de femmes, effectivement. Où elles sont surreprésentées, justement, dans ces métiers. Et le métier de surveillant, qui est vu comme un métier viril, pour le coup, de relations assez... disons, où il faut une espèce de force, même de domination, ce qu'on a vu, ce qu'on voit un peu sur la définition même du surveillant pénitentiaire. Oui, tout à fait. Par conséquent, ça crée un métier d'homme, ce qu'on appelle un métier d'homme. Et donc, les femmes entrent dans ce métier d'homme et s'adaptent à un métier déjà totalement formalisé pour les hommes, en fait. Et très masculinisé, effectivement, et avec une culture, on aura l'occasion de parler peut-être plus en détail de la culture du secteur pénitentiaire, mais en tout cas, oui, une organisation viriliste est composée essentiellement d'hommes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ces femmes d'être entourées pratiquement uniquement d'hommes, et notamment dans un métier où quand même c'est très particulier, le métier de surveillant pénitentiaire, parce que quand on parle des prisons, on parle d'enfermement et on pense donc aux personnes détenues vis-à-vis de cet enfermement, mais en fait on ne pense pas aussi à ces surveillantes qui sont elles-mêmes aussi enfermées quelque part. Et donc c'est un métier qui s'exerce en huis clos. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces femmes entourées de 78% d'hommes d'exercer leur mission en étant enfermées, en fait. C'est quand même très particulier, et ça, je pense que c'est aussi un élément sur lequel les agresseurs s'appuient. Et puis, il y a aussi un facteur, on va dire, de dédouanement qui est lié à la pénibilité du travail. Alors ça, on le voit dans le secteur pénitentiaire, on le voit aussi dans d'autres secteurs, comme le secteur hospitalier, la marine marchande, tous les secteurs dans lesquels on sait qu'il y a une pénibilité importante, où ça va être souvent l'excuse qui va être utilisée par les agresseurs pour dire « bah oui, mais on a besoin de décompresser ». On a un métier qui est très dur, donc on a besoin de décompresser. Sauf que les femmes ne décompressent pas en agressant, en insultant, en harcelant, en violant. Donc, en fait, c'est un prétexte qui n'est là que pour enfumer, quelque part. Alors, vous parliez de la culture, justement, du corps, ce virilisme. Et une étude est parue cet été dans la revue Droit et Société, et qui parle justement de la féminisation du personnel de surveillance pénitentiaire, et qui explique comment les femmes s'insèrent dans ce qui est appelé la maison des hommes. C'est une étude particulièrement intéressante qu'il faut lire pour bien comprendre comment se construit cette féminisation du métier. Elle se base donc sur des observations directes dans 14 prisons, sur des entretiens auprès de 178 personnels, dont des directeurs dégradés, et d'un questionnaire envoyé, en tout cas auquel a répondu 146 surveillantes et surveillants. Je voulais vous en lire un extrait parce que je trouve qu'il est vraiment éloquent. Donc, elle révèle que leur travail de terrain a ainsi donc révélé un continuum de VSS. Donc, elle parle vraiment d'un continuum de violences sexistes et sexuelles, incluant des blagues, des situations de drague insistante, de harcèlement sexuel, d'attouchement ou d'agression sexuelle. À la question « Pensez-vous que des violences sexistes ou sexuelles peuvent avoir lieu entre surveillantes et surveillants ?» On a 63,6% des femmes
qui répondent oui et 55% des hommes qui répondent oui. À la question « Y a-t-il du sexisme à l'administration pénitentiaire ?» on a 87% des personnes qui répondent oui. Et à la question « Pourquoi ?» un surveillant a dit « Mais pour oser poser cette question, il faut vraiment être ignorant de l'administration pénitentiaire. Il n'y a pas un seul établissement où ce n'est pas le cas. » C'est quand même un constat assez lourd, assez lourd, d'autant qu'elles expliquent aussi que les voies de recours juridiques ne sont jamais évoquées par les personnes interrogées. Donc en gros, tout le monde est au courant. Les femmes font ce qu'elles peuvent pour s'adapter, mettent en place des stratégies de contournement, de suradaptation, et ne disent rien. Personne ne dit rien. Ça signe quand même l'échec, je trouve, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, de toutes ces mesures d'alerte dont on nous parle beaucoup, zéro discrime, allo discrime, ces mesures internes où, d'ailleurs, c'est souvent en interne, c'est-à-dire qu'en fait, on va écrire un mail à une adresse mail et en fait, c'est la hiérarchie qui va recevoir, qui est censée être un peu formée, mais ça n'est pas utilisé. Oui, alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Ouais. D'abord, sur cette étude, effectivement, c'est intéressant parce que ça met en avant à quel point c'est structurel, tout à fait. Et à quel point ça fait complètement partie, en fait, du métier de surveillant pénitentiaire. Je trouve ça très honnête, la personne qui dit « mais en fait, c'est comme ça dans toutes les prisons ». C'est un homme, en plus, l'un des surveillants. Donc oui, c'est en fait c'est le fameux tout le monde le sait, tout le monde le voit, personne ne fait rien. Et donc on rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la culture du corps. Dans le métier de surveillant pénitentiaire, il y a quand même on parlait de ce que ça signifiait de travailler dans un secteur en huis clos en fait, mais il y a aussi les caractéristiques qui sont attendues des surveillants pénitentiaires. Et donc, c'est quand même un endroit où ce qui est attendu de vous, c'est d'être viril, c'est d'exercer la force, c'est d'exercer la domination, la violence. C'est ça qui est attendu de vous, c'est ça qui est valorisé. Donc, évidemment, ça crée déjà un climat qui est très permissif en soi, ce qui est intrinsèque à leur mission, finalement. Ce qui est aussi intrinsèque à leur mission, c'est le contrôle des corps et les fouilles. Ouais. Et donc, c'est pas uniquement avoir dans ces missions des contacts physiques. C'est pas uniquement ça. Alors, il y a ça déjà, c'est d'abord en soi un facteur de risque. Hein, quand on a la possibilité de toucher autrui dans ces missions. Mais en plus de ça, le contrôle des corps, ça veut dire qu'on peut avoir un pouvoir sur autrui, sur son corps. Et ça, c'est normalisé, puisque ça fait partie des missions. Et donc, évidemment, qu'est-ce que ça signifie pour les collègues femmes aussi ça ne peut que avoir des répercussions sur elles aussi. Et puis, ce qui est présent dans l'étude, ce qui est démontré dans cette étude qui est intéressante, c'est, à travers ce que vous disiez de continuum, c'est en fait tout un climat qui est hostile aux femmes. Alors, vous parliez de blagues à connotation sexuelle. En réalité, alors... À la VFT, quand on parle de blagues à connotation sexuelle, on met toujours blague entre guillemets parce que ça ne fait rire que les personnes qui s'amusent de l'oppression des femmes. Il n'y a rien de drôle à commettre du harcèlement sexuel. Et des blagues à connotation sexuelle ou à caractère sexuel, c'est déjà du harcèlement sexuel. Est-ce qu'on peut imaginer que la personne qui fait ces blagues s'en rende pas compte ? Non, on ne peut pas s'imaginer ça parce que il y a tout un climat qui est permissif et donc c'est bien la démonstration que c'est structurel et que c'est une question d'organisation du travail et c'est pour ça aussi que l'employeur en est responsable, que sa responsabilité est engagée à cet endroit-là. Mais on ne peut pas s'imaginer qu'un homme, lorsqu'il opprime une femme, le fasse sans le savoir. Et pour reprendre sur ce climat hostile, en fait, on parle de harcèlement sexuel environnemental. Et le harcèlement sexuel environnemental, c'est le terrain
pour ensuite commettre aussi d'autres violences. Dans le dossier de Julie que nous avons accompagné à la VFT, il y avait du harcèlement sexuel environnemental et des agressions sexuelles. En fait, le harcèlement sexuel environnemental, il est toujours là comme une trame de fond dans ce secteur. Et puis, vous parliez de ces mesures qui sont jamais sollicitées. En fait, la première chose, pour pouvoir permettre aux femmes de signaler les faits, il faut leur montrer qu'elles seront prises en charge derrière. Et on ne peut pas enjoindre les femmes à parler si derrière on sait qu'on ne va pas les écouter. Alors ça, c'est de l'autocensure. En fait, elles se disent de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. Ça va me mener nulle part. Il peut y avoir ça, mais je tiens quand même à nuancer ça parce que ce serait croire que les femmes ne dénoncent pas alors qu'elles le font. D'ailleurs, dans votre enquête, on le voit très bien. Ces femmes très courageuses, elles ont dénoncé les faits. Donc, on ne peut pas partir du principe que les femmes ne disent rien. C'est faux, factuellement. Et dans certains cas aussi, elles dénoncent les faits. Elles le font de manière plus informelle que par écrit, par le biais d'une lettre de dénonciation, où en fait, elles vont essayer un peu de tâter le terrain, où ça va être lors d'échanges informels. Elles vont dire « Ah, un tel... il est lourd, il me fait des remarques blessantes. Elles ne vont pas utiliser le mot harcèlement sexuel, mais elles vont décrire ce que ça produit sur elles comme effet. Elles vont chercher un peu d'aide, parfois par le biais de moyens contournés, en essayant de placer un sujet un peu plus général, en disant, tiens, est-ce qu'on pourrait parler de la place des femmes dans le secteur, ou des choses comme ça, des choses plus générales, pour voir un petit peu si en face, les personnes sont réactives, si elles peuvent les solliciter. Et même quand les dénonciations se font de manière plus informelle comme ça, en fait, il n'y a rien en face. Et c'est ça qui fait que, elles savent très bien que si au moment d'échanger comme ça à l'oral, il ne se passe rien, il ne se passera rien non plus si elle prend des dispositions ça peut même se retourner contre elle en réalité. Tout à fait, et c'est ce qu'on voit dans votre enquête. Les victimes, après avoir dénoncé des faits, subissent des représailles. Et c'est vraiment la suite logique quand le problème qui est pointé, c'est la dénonciation et non la violence en elle-même. Alors, le ministère de la Justice a signé avec les organisations syndicales un accord en juin 2024, en juin dernier, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ça concerne l'ensemble du ministère de la Justice. D'après nos informations, pour l'instant, il n'y a rien sur la déclinaison à l'administration pénitentiaire. Mais ça donne quand même une idée de ce vers quoi veut aller le ministère de la Justice. Vous avez lu cet accord. On en a donné quelques éléments pendant l'enquête. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, alors à la VFT, on a lu cet accord. On aurait presque pu en rire si le sujet n'était pas aussi grave. Cet accord, c'est du vent, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est du blabla. La majeure partie du rapport, parce qu'il y a quand même 65 pages de blabla, donc on va pouvoir discuter un petit peu de ce qu'il y a dedans. Comment on fait pour écrire 65 pages de rien ? Alors, on présente des dispositions qui existent déjà, et on les présente comme nouvelles. Voilà. D'accord, comme quoi, vous avez un exemple ? Oui, par exemple, des formations. On dit on va faire des formations auprès des encadrants et encadrantes. C'est une obligation légale en réalité. Depuis quand, du coup ? C'était pas la loi. Dans le public, je ne saurais pas vous dire. D'accord. Je ne saurais pas vous dire depuis quand, mais en tout cas, c'est une obligation de l'employeur de faire de la prévention, et la formation participe à cette obligation de prévention. Donc, faire de la formation, d'accord, c'est déjà en fait prévu par les textes. Ensuite, c'est l'utilisation d'un vocabulaire le plus large possible, parce que évidemment, si on prend des engagements avec un vocabulaire précis, le risque ce serait qu'après on nous demande effectivement de les respecter, donc ce serait bien contraignant pour le ministère. Donc, on va nous dire, on va renforcer la communication, je cite, autour de tel ou tel dispositif, on va mieux faire connaître les mesures. Oui, alors, exact. aux employeurs, ça, je vous avoue, c'est un petit peu rigolo parce que ça sous-entend qu'en fait, les employeurs ne prennent pas de mesures parce qu'ils ne savent pas
Ils n'ont pas connaissance. Donc là, on prend vraiment les gens pour des idiots avec des indications pareilles. La mesure, c'est mieux faire connaître les mesures conservatoires pouvant être prises en cas de fait de violence sexiste et sexuelle portées à la connaissance de l'autorité hiérarchique. Donc, l'idée, c'est d'aller voir la hiérarchie, donc les directions des services pénitentiaires un peu partout en France, et de leur dire ce qu'il faut faire, enfin en tout cas de leur redonner des éléments de connaissance de l'arsenal administratif possible en cas d'alerte de violence sexuelle et sexiste. Donc ça part du principe que personne n'est au courant. C'est ça, alors que c'est quand même... Enfin, vous vous rendez compte à quel point c'est honteux. Un employeur, il fait travailler des gens, il a leur santé, leur sécurité, il leur doit en fait de veiller à leur santé, leur sécurité. Comment est-ce qu'on peut décemment croire qu'ils ne savent pas quoi mettre en place pour protéger les individus qui travaillent au sein de l'administration. Alors, soit effectivement, ils ne savent pas et franchement, c'est complètement honteux, mais je ne crois pas qu'il s'agisse de ça. Simplement, ici, c'est juste une nouvelle manière, en fait, de déguiser l'inaction. Voilà. Ouais. Alors, il y a quand même une mesure ou deux que j'ai trouvée plutôt intéressante, notamment sur le fait de comptabiliser et d'aller chercher à mesurer. Par exemple, élaborer un bilan des sanctions disciplinaires. On imagine que s'il y a un bilan des sanctions disciplinaires, c'est pour pouvoir dire comment, de pouvoir chiffrer finalement comment réagit l'administration par rapport à ces phénomènes-là, et de mesurer l'étendue du sexisme ordinaire. Alors, oui et non. C'est-à-dire que faire ce bilan ou chiffrer ce qu'ils appellent le sexisme ordinaire, ce qui est déjà un terme qui est scandaleux en soi, puisque le sexisme n'est jamais ordinaire. Le sexisme, c'est le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, donc ça ne peut jamais être ordinaire. Mais au-delà de ça, le sexisme ordinaire, tel qu'ils le disent, n'est pas défini. En conséquence, on ne sait pas ce qu'ils vont aller chiffrer. Et rien n'est défini sur le protocole, en fait. Comment est-ce qu'ils vont chiffrer tout ça ? Et il y a fort à parier que on va tout mélanger. On va aussi aller comptabiliser en fait ce qui concernerait du harcèlement sexuel dans le sexisme ordinaire, tel qu'il l'appelle. Donc là encore, en fait, il y a cet engagement, il pourrait être intéressant s'il y avait derrière tout un protocole clair de ce qui va être mis en place. C'est pas le cas. Et comme pour l'ensemble des pseudo-mesures qui sont prises dans cet accord. C'est-à-dire, on utilise des mots, des jolis mots. Voilà. Donc, on nous parle d'outils ludiques et innovants. Bon, c'est sympathique, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis, on nous parle aussi quand même de formation pour les personnes ressources. Alors ça, c'est intéressant, effectivement. Il faut former toutes les personnes ressources qui sont susceptibles d'être sur le parcours d'une victime pour être sûr qu'elle puisse avoir toutes les cartes en main, toutes les pistes en main, qu'elle soit aiguillée, qu'elle soit accompagnée. Mais on ne nous dit rien sur ces formations. D'abord, il n'y a aucun calendrier sur tous ces engagements. C'est on va faire ceci, on va faire cela, mais quand ? À partir de quand ? Avec quels moyens ? Comment ? Où ? Par qui ? Quels sont les objectifs de ces formations ? On ne sait rien, en fait. On ne sait pas du tout qui va les faire. Quels sont leurs objectifs ? Combien de personnes seront formées ? Est-ce que c'est sur tout le terrain ? Est-ce que c'est... En fait, c'est du vent. Il n'y a aucune information là-dessus. Et puis, il y a aussi des choses qui sont très graves, comme des injonctions aux victimes, comme donc cette phrase que je cite, « Insister sur la nécessité de signaler chaque violence ». Mais on l'a vu, les femmes, elles signalent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu dans votre enquête. Le problème, c'est pas que les femmes ne parlent pas, c'est qu'il n'y a personne pour les écouter. Donc, on ne peut pas décemment, dans un accord comme celui-ci, parler insister en plus auprès des victimes pour qu'elles signalent les violences qu'elles subissent. Mais ce n'est pas du tout la réponse appropriée. Donc, il est honteux, cet accord. Alors,
Il y a aussi, effectivement, ce que vous dites est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'en plus, entre la manière dont se positionnent ouvertement, en tout cas médiatiquement et sur la communication, les administrations, parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Justice, mais là, pour le coup, c'est le ministère de la Justice, il y a une problématique de distorsion qui est assez importante entre l'affichage. On est, donc, les VSS sont l'une des grandes luttes du quinquennat, etc. Et la manière dont cette réalité est appliquée dans les cas très concret. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette enquête, c'est les mémoires en défense. C'est-à-dire le moment où, très concrètement, la victime considère qu'elle n'a pas été prise en charge comme il faut par son administration. Elle va devant le tribunal administratif et là, le ministère va donner ses arguments pour se défendre, ou en tout cas défendre une décision qui a été prise par un directeur, en général. Et elle va donner des éléments d'argument qui sont en totale opposition avec tout le volet communication. Donc on va avoir, oui, bon, un rappel à l'ordre, c'est bien suffisant pour protéger une victime. Oui, mais bon, là, on a fait tout ce qu'on a pu, vous comprenez, la prison est trop petite, on peut pas les séparer, etc. Et en fait, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut à la fois être très engagé sur cette lutte et de manière très concrète avoir des arguments aussi contradictoires, en fait. Oui, alors malheureusement, on n'est pas surprise de ça, c'est-à-dire que depuis 2017, on est quand même assez habitué, malheureusement, à ce type d'enfumage, on va dire, où tout consiste à faire de la com sur un sujet et à faire tout autre chose, à maintenir l'inertie. On l'a vu avec le Ségur des violences faites aux femmes, par exemple, où là encore, il s'agissait de présenter des mesures déjà existantes et de faire du recyclage, en fait. Et pendant 3 mois, on nous a fait de la com sur le sujet et puis il ne s'est rien passé par la suite. C'est un peu le même principe ici. Donc, alors après, le ministère de la Justice, ici, dans ses mémoires en défense, il faut bien qu'il se défende. Sûr, mais... Donc, il va mobiliser des arguments qui sont en réalité des arguments qui ne sont pas légaux, puisque... d'ailleurs, il est condamné dans les affaires, en tout cas qu'on a vues, il est finalement condamné. Voilà, exactement. Donc, ce sont, en fait, leurs arguments sont des stéréotypes. Ils viennent mobiliser les mêmes stéréotypes généraux sur les victimes, sur comment sont censés se dérouler leur accompagnement, sur leurs propres obligations. Mais effectivement, c'est... Il y a aussi cette mécanique qui fait qu'on a la sensation, l'impression très claire qu'il est très compliqué pour une administration de remettre en question une décision l'un de ses directeurs. Là, on a un certain nombre de personnes de la hiérarchie qui prend des décisions qui ne protège pas ses salariés. L'État est mis en cause, l'État protège son directeur. Parce que le directeur, lui, ou la directrice d'ailleurs, lui, il va jamais être mis en cause sur sa décision. Donc, on sent un fond... disons que la responsabilité individuelle va se fondre dans la responsabilité collective et vice-versa, si bien qu'on ne sait plus qui est responsable à la fin, en fait. Oui, là, on touche du doigt un problème de corporatisme, vraiment, où c'est tout un système qui est organisé pour protéger les agresseurs et leurs soutiens. Alors que, en fait, pour replacer un peu ce sujet sur le droit du travail, le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, en fait, toute forme de violence sexiste et sexuelle au travail, ça relève de la faute professionnelle. Et donc, la faute professionnelle, ça expose le fonctionnaire à une révocation. Ce corporatisme ici, il va totalement à l'encontre, en fait, d'abord des droits de la victime et des obligations de l'employeur. Alors, ce qu'on voit aussi dans cette mécanique, puisqu'en fait, je trouve que c'est assez lié, c'est
la hiérarchie, les directions, à plus ou moins niveau haut ou intermédiaire, ont beaucoup de mal à faire une distinction entre l'administratif et le judiciaire. C'est-à-dire qu'on voit dans les mémoires en défense notamment des arguments en disant oui, mais on a attendu la décision judiciaire. Oui, mais la décision judiciaire a été celle-ci. Donc du coup, nous, on a considéré que si la justice a dit ça, on peut rien faire. Est-ce que vous pouvez nous redonner très clairement les deux fondements, l'indépendance, et nous expliquer déjà cette confusion et la réalité de ce qui doit se faire en termes de administratif versus judiciaire? Oui. Alors, c'est des arguments auxquels on a régulièrement à faire face et qui sont pourtant qui n'ont pas de fondement, puisque ce sont deux voies qui sont complètement différentes et indépendantes. Ce qui se passe au pénal, ça relève de la voie pénale. Ce qui se passe à l'administratif, ça relève de la voie administrative. Les deux ne communiquent pas ensemble. Et au pénal, il s'agit de réprimer une infraction pénale. Alors que en matière disciplinaire, comme je vous le disais, les violences sexistes et sexuelles, ça relève de la faute professionnelle. Donc, les employeurs, ils n'ont pas à attendre d'aller regarder si la faute professionnelle en question est considérée comme une infraction pénale ou non pour agir, en fait. Donc, ça ne les concerne pas, en fait, ce qui se passe sur la voie pénale. C'est-à-dire qu'on peut faire une faute professionnelle sans que ça soit une infraction pénale. On peut commettre une faute professionnelle, je veux dire, sans que ça devienne une infraction pénale. Tout à fait. Alors, en matière de harcèlement sexuel, ou de violence sexuelle de manière générale, il se trouve que c'est les deux. Il se trouve que le harcèlement sexuel, c'est à la fois une infraction pénale et une faute professionnelle, mais c'est différent puisqu'on ne va pas rechercher la même chose. En matière pénale, pour pouvoir caractériser je vais prendre pour exemple du harcèlement sexuel, on va chercher à établir la matérialité des faits, mais aussi l'intentionnalité du harceleur. Donc l'intentionnalité, c'est-à-dire le fait qu'il avait l'intention de commettre ces faits-là. Et donc pour le démontrer, on va aller chercher quelle stratégie il a mis en place, etc. Au travail, ça qu'il s'agisse du public ou du privé, on n'a pas besoin d'aller rechercher l'intentionnalité. Donc, comme on cherche deux choses différentes, c'est bien logique que ça se passe sur des terrains différents et donc que ce qui concerne le pénal reste au pénal. Donc la notion de présomption d'innocence, parce qu'en fait, on sent bien qu'il y a cette espèce de logique de dire oui, mais toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit condamnée, qui est une valeur pénale. Pourquoi elle s'applique au niveau administratif ? Elle ne s'applique pas. Alors, voilà, est-ce que la mesure administrative contrevient à la présomption d'innocence ? Non. Et c'est une réponse qui est très claire. Il n'y a aucun doute ou nuance à avoir là-dessus. Comme ce sont deux voies qui sont indépendantes et qu'on va chercher des choses différentes, en fait, on peut très bien se retrouver avec, par exemple, un agresseur qui a été relaxé en matière pénale et qui va être révoqué, par exemple, au titre de l'agression qu'il a commis. Dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail. Voilà. D'accord. Et en fait, ce sont des textes qui sont différents. On ne s'appuie pas du tout sur la même matière, en réalité. Et cette confusion, parce que tout le monde l'a fait, cette confusion. Bon, là, le ministère de la Justice, c'est vrai on est un peu peiné que le ministère de la Justice applique cette confusion, alors qu'il est censé quand même connaître les textes et l'application de cette différence. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve partout, ça. Effectivement, dès qu'ils le peuvent, ils le jouent sur cette présomption d'innocence, alors que, en fait, ça n'a pas de place dans le tableau, quoi. Mais si c'est violent, alors je vais aller pousser peut-être un peu plus loin la logique pour bien comprendre la distinction, si ces violences, ce harcèlement sexuel se commet en dehors du cadre du travail, est-ce que le travail est quand même concerné ? Oui, alors,
je vais vous donner un petit peu plus d'informations quand même parce que y a plusieurs nuances à avoir. En fait, le cadre du travail, il faut le comprendre dans son sens large. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement du lieu de travail ou des horaires de travail. L'employeur, qu'il soit public ou privé, peut voir sa responsabilité être engagée, même quand les faits ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail. Quand, par exemple, c'est dans le cadre d'un after-work, d'un pot de départ en retraite, d'une rencontre, en fait, tout type de rencontres qui ont pour but de mettre ensemble des salariés, des fonctionnaires, en fait, ces personnes qui travaillent ensemble, de les mettre ensemble, même en dehors du temps de travail. Ça peut être le cas aussi, peu importe qu'il s'agisse d'une soirée, etc., peu importe le contexte, lorsqu'il s'agit d'un supérieur hiérarchique. Parce qu'on estime que le lien de subordination, en fait, il ne disparaît pas au moment où on dépointe. C'est pas aussi simple que ça. Et donc, l'employeur, sa responsabilité continue d'être engagée à ce moment-là. Donc, il faut bien comprendre la responsabilité de l'employeur. Elle est engagée de manière assez large en ce qui concerne le cadre du travail. Alors, il y a un autre élément qui m'a marqué, moi, dans cette enquête, c'est que il y a très peu, ou en tout cas moi j'en ai pas vu, et de tous les témoins avec qui j'ai pu discuter, personne n'a vraiment été sensibilisé à la question des violences sexuelles et sexistes, que ça soit même dans la vie ou dans le cadre du travail. Mais là, pour le coup, dans le cadre du travail, on avait discuté avec un représentant syndical de Force ouvrière qui nous a indiqué qu'en tout cas sur la prison de Villepinte, il n'y avait jamais eu de sensibilisation, contrairement à ce que les dirigeantes ont dit, en tout cas le ministère de la Justice a dit dans son mémoire en défense. Donc il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas de prévention, la prise en charge est visiblement particulièrement médiocre. Qu'est-ce que c'est une bonne prise en charge des VSS ? Comment on fait pour organiser du début jusqu'à la fin un endroit safe pour les femmes ? Oui, alors je pense que la première chose à se dire, c'est de se rappeler, et ça on le répétera jamais assez, les violences sexistes et sexuelles, c'est une responsabilité collective. Donc ça ne doit pas peser uniquement sur les épaules de la victime. Et à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe en fait. On a donc des victimes qui, au moment de dénoncer les faits, se retrouvent toutes seules. Et donc qui se retrouvent toutes seules aussi face aux représailles qu'elles subissent. Et il n'y a pas de collectif de travail organisé qui les soutienne. Or, on a déjà vu dans des dossiers, alors c'était pas dans le public, mais je pense à un dossier en particulier où le collectif de travail s'est organisé pour soutenir la victime, et ça change tout en fait. Ça change tout pour elle et pour la suite. Oui, alors que là, c'est vrai qu'on voit plutôt l'inverse. Ah oui, oui. Il y a un petit noyau dur qui peut se créer autour de la victime, et globalement, elles subissent quand même, en fait, un harcèlement. Après, on veut plus leur faire la bise, on se moque d'elles, on leur donne des noms, des surnoms horribles. Donc déjà, il y a cette... Et comment on fait ? C'est la direction qui doit pousser à faire ça ? Est-ce que c'est les bonnes volontés ? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord sur le terrain juridique les obligations de l'employeur. L'employeur, qu'il soit public ou privé, a l'obligation de prévenir les violences sexistes et sexuelles au travail. Il a l'obligation d'y réagir. Alors, en matière publique, l'employeur public, dans son obligation de réagir, il doit protéger la victime, protéger les témoins, et il doit aussi, et ça c'est la troisième obligation, celle de sanction, il doit sanctionner l'agresseur. Et la sanction, alors ce qu'on voit par exemple dans l'enquête, on voit qu'il y a la question de la mutation qui est posée. Et on voit que Julie a demandé une mutation, qu'elle ne l'a pas obtenue. Je rejoins tout à fait l'analyse de Maître Vignola sur le fait qu'il y a vraiment quelque chose de punitif à lui refuser cette mutation. Mais même lorsque les victimes le demandent, c'est déjà la démonstration qu'il y a eu un problème et que l'employeur a failli. Il a échoué. Parce que s'il n'avait pas échoué, la victime n'aurait pas demandé à être mutée, en fait. Donc, il y a déjà un problème là. Et ensuite, ce qu'on peut voir aussi dans d'autres dossiers, c'est qu'on va muter l'agresseur.
Et ça, c'est une mesure qui est insuffisante. Parce qu'on dit donc c'est pas aux victimes d'être mutées, oui, bien sûr, mais lorsqu'on mute l'agresseur, en fait, c'est pas suffisant pour que l'employeur respecte ses obligations, puisque derrière, ce qui se passe, c'est que concrètement, il va recommencer sur d'autres femmes, ou même s'il recommence pas, il est intégré dans un collectif de travail qui travaille avec un agresseur. Donc ça crée du stress, ça crée un climat délétère. Ça atteint les conditions de travail de toutes les travailleuses et travailleurs. Et donc c'est impossible finalement pour l'employeur public de respecter ses obligations en maintenant en poste une personne qui a commis des violences sexistes et sexuelles. Donc la seule manière, en tout cas c'est le raisonnement qu'on a, qui est un raisonnement logique par rapport à ce que nous disent les textes et la jurisprudence, la seule manière finalement de respecter cette obligation de réaction, mais globalement de sécurité, et notamment de la victime, c'est de révoquer le harceleur ou agresseur. Et actuellement, c'est malheureusement pas du tout ce qu'on voit. Donc ça, c'est sur le terrain juridique. Et donc justement, ce qu'on voit, c'est des employeurs qui ne respectent pas leurs obligations, qui sont complètement inertes et qui maintiennent un climat qui encourage des représailles à l'encontre des victimes. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça quand l'employeur ne fait rien ? Eh bien, on s'organise collectivement sur le terrain. Ça veut dire solliciter les syndicats, les associations, et ça veut dire, là encore, que ça pèse sur le collectif. C'est une mobilisation collective qu'il faut pour soutenir les victimes. On voit des outils syndicaux qui peuvent être très utiles, le droit de grève, la pétition, les conférences de presse. Les syndicats savent très bien s'organiser lorsqu'il s'agit... par exemple, de questions relatives à leurs conditions de travail de manière générale. Dans la pénitentiaire, il y a une question de... Oui. Certains syndicats défendent à titre individuel des gens, justement, qui sont accusés de harcèlement et d'agression. Et donc, il y a une ambivalence aussi sur le rôle du syndicat. Oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est une ambivalence qui est même plus générale que uniquement relative au secteur pénitentiaire. C'est vrai qu'il y a un conflit, en fait, dans les syndicats, puisqu'il y a une partie des syndicats, ou à l'intérieur des syndicats, qui vont s'organiser en disant les violences sexistes et sexuelles, c'est quelque chose contre quoi on lutte, donc on va accompagner les victimes lorsqu'elles subissent des violences. Et puis, il y a toute une autre partie qui va dire nous, ce qu'on veut, c'est lutter contre les licenciements. On va accompagner tout salarié, tout travailleur, tout fonctionnaire qui va risquer la rupture de son contrat, peu importe en fait la légitimité de la rupture de son contrat, et qui donc vont accompagner des agresseurs au moment où il y a un processus de révocation, par exemple, qui est mis en place. Donc effectivement, il faut que les syndicats interrogent cette notion-là et se positionnent enfin du côté des victimes, que ce soit clair et que ce soit clair pour tout le monde dans tous les syndicats. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous avez des exemples ou des endroits où ça se passe éventuellement bien, ou mieux en tout cas ? Est-ce qu'il y a... C'est vraiment dur de vous répondre à ça parce que... Est-ce que ça existe, sans forcément donner des noms ou des endroits ? Est-ce que vous avez, en tout cas, déjà... parce qu'on a l'impression d'un puissant fond, en fait, de quelque chose où on a du mal à voir des endroits où c'est vraiment pris en compte de manière globale et systémique, j'allais dire. Mais est-ce que ça existe ? En fait, je ne suis pas la bonne personne pour vous répondre si ça existe ou pas, puisque à la VFT, les victimes, quand elles nous contactent, c'est parce qu'elles ont... bien souvent, on n'est pas la première interlocutrice. Souvent, elles ont sollicité plusieurs autres structures, elles ont essayé de solliciter des soutiens en interne, et c'est parce qu'elles ont été abandonnées, qu'elles n'ont pas pu être bien conseillées, etc., qu'elles se retrouvent à solliciter la VFT. Donc nous, on voit tous les endroits où ça ne va pas. Oui. Et après, de manière générale, on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir des endroits où ça va bien, puisque tout ça, ça concerne l'ensemble de la société. Donc, c'est pas quelque chose qui s'autorégule. En fait, il faut une transformation profonde de la société. Ok, merci beaucoup. Merci pour votre analyse.
L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup Tiffany Coisnard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes juriste à l'AVFT, qui est l'Association européenne de lutte contre les violences faites aux femmes au travail. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre soutien. Vous savez que nous n'existons que grâce à vous, à vos abonnements et à vos dons. Vous savez aussi que le média se bat actuellement pour une télévision plus démocratique. Nous avons déposé un recours devant le Conseil d'État suite au refus par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel français, de nous attribuer un canal TNT, refus que nous estimons arbitraire et antidémocratique et qui fait de nouveau la part belle aux milliardaires. N'hésitez pas à soutenir ce recours en signant notre pétition sur campagne.lemediatv.fr. Et vous pouvez aussi contacter le pôle enquête du média si vous avez des informations à nous transmettre, des alertes à nous faire parvenir. Une adresse enquête@lemediatv.fr.